Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, merci d'avoir patienté. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi, le point de marché Wall Street Insider. On va repartir un peu sur les statistiques américaines. On va pas forcément blablater 10 minutes sur le dossier grec. On sait que les négociations se poursuivent, on sait que les tractations continuent, mais on sait aussi surtout que le référendum du 5 juillet aura lieu. Quoi qu'il arrive, pas de retour en arrière, c'est de toute façon trop tard pour le gouvernement grec. Éventuellement, la petite incertitude qui reste, c'est ce soir vis-à-vis du Fonds monétaire international. Et d'ailleurs, concrètement, que va-t-il se passer? C'est simplement cette information-là que je vais vous communiquer. Et puis, on va passer en revue tous les marchés. Des statistiques américaines tombent encore de second rang, mais malgré tout, on va les suivre à 15h45 et à 16h. Le dollar américain, les paires majeures, les paires secondaires, les paires de devises croisées, les matières premières, les indices boursiers. Voilà le programme du Wall Street Insider. Présentation réalisée à titre indicatif. Vous êtes déjà nombreux et nombreux à avoir laissé des commentaires durant cette phase d'attente. Je m'en excuse encore. Je finissais de paramétrer quelques éléments. Normalement, le son et l'image doivent fonctionner parfaitement normalement. Je vérifie d'ailleurs. Voilà, je pense que là, ça doit être tout simplement optimal au niveau du son et de l'image. Donc, je ne touche à plus rien du tout. L'avertissement sur les risques, que vous connaissez par cœur ou pas, dans tous les cas, vous devez en prendre connaissance. Alors, des données de marché stables depuis ce matin sur le marché de la dette souveraine. Légère appréciation tout de même du rendement obligataire grec à 10 ans. C'est la maturité la plus suivie pour statuer par rapport à la perception qu'a le marché et qu'ont les investisseurs de la capacité d'un État à honorer ses échéances. Alors ce soir, la Grèce, elle ne va pas honorer ses échéances. Les toutes dernières informations que je peux vous donner, c'est quoi? Ce soir, à minuit, la Grèce doit rembourser 1,6 milliard d'euros au Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international a ensuite 30 jours pour statuer sur le retard de paiement. 30 jours pour que le conseil d'administration du Fonds monétaire international annonce un défaut de paiement ou pas. Donc 30 jours, c'est important. Nous sommes d'ailleurs le 30 juin. Ça nous mène donc jusqu'au 30 juillet, sachant qu'avant cela, le 20 juillet, je vous rappelle que la Grèce doit rembourser à la Banque centrale européenne 3,5 milliards d'euros. Et là, par contre, il n'y a pas de retard de paiement acceptable. C'est payer le 19 les 3,5 milliards d'euros ou eh bien, faire défaut vis-à-vis de la Banque centrale européenne et de manière générale accélérant globalement la faillite de la dette publique grecque. Soyons clairs. Mais donc, par rapport au Fonds monétaire international, on voit que le marché est le price. Vous avez ici la poursuite de la hausse du taux obligataire grec à 10 ans. Au moment où je vous parle, le taux se situe à 15,40. On voit donc une légère appréciation depuis les éléments qui ont été observés ce matin. Alors en ce qui concerne le dollar US, la question sur la divergence haussière cachée sur l'USD, elle est toujours parfaitement valable, toujours parfaitement ici. On constate que le dollar US tient son support. C'est un scénario de marché qui tient tant que le support ici horizontal à 11 825 points est préservé. Soyons bien clairs. D'autre part, ce matin, lorsque j'ai appuyé ce scénario sur le dollar US, j'ai parlé du taux de change USD-CAD comme étant la meilleure stratégie pour représenter l'appréciation du dollar US. Le taux de change USD-CAD, certes, autorisé essentiellement par un chiffre décevant du produit intérieur brut canadien tout à l'heure, mais le taux de change USD-CAD s'est apprécié d'une cinquantaine de pips depuis ce matin. Il y a bien sûr un dollar canadien qui est sous pression, le prix du pétrole naturellement, les chiffres décevants en rythme mensuel du produit intérieur brut canadien, mais je considère que le taux de change USD-CAD est toujours un excellent candidat pour acheter le dollar américain. Quant au taux de change euro-dollar, les données techniques sont parfaitement stables depuis la semaine dernière. Oublions complètement le gap baissier dans la nuit du dimanche à lundi qui a été comblé immédiatement, un gap commun qui n'a eu aucune application technique. On peut l'oublier, on peut cacher toute cette partie-là. Le taux de change euro-dollar reste enfermé dans des bornes techniquement bien identifiables entre 1,1135 et 1,1235 dollars. Nous étions hier soir au contact des 1,1235 dollars rejet, retour à 1,1135 dollars, rebond, retour à 1,1235 dollars, rejet, etc., etc. La probabilité reste que le taux de change euro-dollar reste enfermé dans ces bornes.
La semaine dernière, vendredi dernier, lors de la conférence en ligne FXM du vendredi 26 juin, Albedo Capital est revenu sur l'intérêt des ranges. Alors, c'est pas évident puisque généralement les phases de range ne sont pas forcément les plus appréciées par les investisseurs. On préfère les mouvements directionnels. D'ailleurs, je vous reparlerai du GBP-NZD qui là est l'illustration parfaite d'un marché très directionnel. Je vous reparlerai du GBP CAD aussi puisque le dollar canadien est sous pression, le chiffre du PIB canadien, et on va se reconcentrer quand même sur les fondamentaux macroéconomiques si vous le voulez bien cet après-midi. On reparlera brièvement aussi des chiffres de l'inflation ce matin qui ont été publiés au sein de la zone euro. Mais concrètement, le taux de change euro-dollar, voici donc les données techniques qui sont à notre disposition. 1,1135 support, 1,1235 résistance. Une résistance, ça se vend, et un support, ça s'achète. En utilisant les bougies japonaises en données horaires, on avait ce matin une structure, cette fois-ci en chandelier japonais, qui est intéressante. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser les chandeliers japonais, mais vous aviez une structure en avalement haussier ici, hein, en utilisant ces deux chandeliers horaires matinaux sur le taux de change euro-dollar, une structure en avalement haussier sur un support permettant de viser la partie haute du range. En l'état, il est 15h33, j'ai hâte de voir la tête du chandelier horaire qui va clôturer à 16h. Mais si nous avons quelque chose qui s'apparente à une shooting star, eh bien le marché reviendra chercher la partie basse du range. Donc j'attends avec une grande impatience cette clôture horaire du taux de change euro-dollar. Alors cet après-midi, il y a des fondamentaux à suivre qui sont des statistiques américaines. Je vous ai tout à l'heure publié dans la section commentaires pendant la phase d'attente les chiffres qui sont à suivre. Ce ne sont pas des chiffres de première importance. Vous le savez, cette semaine, le marché attend surtout la publication du rapport NFP aux États-Unis. Les chiffres du marché du travail au mois de juin aux États-Unis, attendus le jeudi 2 juillet à 14h30. D'ailleurs, vous êtes déjà nombreuses et nombreux sur le forum à avoir participé. Continuez s'il vous plaît. C'est la section du forum ouverte au concours NFP. Concours façon de parler, il vous suffit de donner votre anticipation de création d'emploi. Continuez, s'il vous plaît. Cet après-midi à 15h45, l'indice des directeurs d'achat de Chicago, notez le consensus, il s'établit à 50. Et à 16h, l'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis, selon le Conference Board, le consensus s'établit à 97,4. Je vous ai donné tous ces éléments dans la section commentaires. Donc voilà, ce qui vous permettra d'apprécier la réalité du chiffre par rapport au consensus. Alors, on va justement se concentrer sur les stats et puis sur ce qui bouge. Donc le taux de change USD CAD, la vue de marché que je vous ai proposée récemment était celle d'une structure en épaule, tête, épaule inversée, certes qui n'est pas proche d'un cas d'école graphique, mais on en retrouve tout de même les implications. Jambe de hausse, structure en drapeau, j'avais le sentiment hier qu'on en sortait par le haut, on a fait le pullback ce matin, et le marché a poussé davantage. Reste que le taux de change USD CAD rencontre toujours cette oblique de résistance en obstacle. Elle n'est pas débordée. Le marché avait tenté de la déborder ici au début du mois de juin, mais finalement cela s'est soldé par un double sommet sous les 1,2570 $, ce que vous voyez ici sur les chandeliers horaires du taux de change USD CAD, donc le dollar US face au dollar canadien. Et donc elle bloque toujours cette ligne de tendance. Mais si elle était franchie, ce que laisse finalement envisager cette structure et cette résolution haussière de drapeau, de même que ce canal, c'est que le marché soit capable de pousser en direction des 1,2486, qui est une des cibles théoriques de la pattern. Vous avez ici une extension de Fibonacci qui permet de tracer ces objectifs théoriques. Donc moi l'USD4 me plaît toujours. Toujours du côté du dollar américain, pour lequel je pense toujours, je me répète là, que les niveaux de support sont attractifs, en amont du rapport NFP, il n'y a pas que l'USD CAD. Il y a bien sûr le range trading du taux de change euro-dollar, acheter 1,1135, shorter 1,1235. Partant du principe que le marché se montrera extrêmement attentiste en attendant les résultats du référendum en Grèce, on peut parfaitement envisager que la résistance des 1,1235 soit encore vendue et que le support des 1,1135 soit acheté. En tout cas, c'est la façon dont je vois les choses ici sur ce taux de change euro-dollar. Si on nous fait une shooting star à la clôture de 16h, ou ce type de chandelier, on retombe ici. Le NZD-USD, aussi une façon très appréciable d'acheter le dollar américain, en shortant toutes les résistances.
Il y avait ici une belle divergence baissière cachée, c'était la semaine dernière. On a cassé le support à 0,6816. La cassure est significative, ce qui fait que la règle du changement de polarité, qui est une règle chartiste, s'applique, à savoir que cet ancien niveau de support qui s'établissait à 0,6817 devient, vous l'avez dit, j'ai entendu, une résistance. Et donc un niveau de vente en cas de retour au contact de cette résistance des 0,6816 sur le NZD USD. Selon les enseignements de notre Speculative Sentiment Index, d'ailleurs vous allez avoir d'ici une demi-heure environ les tout derniers chiffres de notre Speculative Sentiment Index sur le site, vous constaterez qu'il y a toujours une majorité de traders à l'achat sur le NZD USD alors que c'est une tendance baissière affirmée. Ce qui finalement, selon l'approche contrarienne des marchés financiers, entretient cette baisse du dollar néo-zélandais face au dollar américain. Le dollar néo-zélandais me semble particulièrement faible. Je recommande bien sûr de le vendre face aux devises les plus fortes. Je reviens ici sur l'analyse technique du GBP NZD, une paire de devises dont on vous a parlé énormément lorsque ce marché testait le support extrême des 1,93, qui est un niveau de support en données mensuelles. Alors, je vous rappelle que ce soir, c'est la clôture mensuelle, chers auditeurs. Ce soir, tous à votre charte mensuelle, et vous allez voir qu'il y a des niveaux horizontaux qui sont juste bluffants. Je vous remonte sur le GBP NZD, l'énorme, monstrueux support mensuel qu'on testait il y a quelques semaines. Et c'est ce support mensuel qui a permis cette gigantesque phase d'appréciation, à la fois due à la force de la livre sterling et à la faiblesse du dollar néo-zélandais. Je pense que le GBP NZD est toujours un candidat à l'achat pour viser 2,35, mais on ne l'achète pas n'importe où. Je vous invite à zoomer sur les chandeliers horaires. L'achat du GBP NZD sur support, c'est très proche de la vente du NZD USD sous résistance. On est sur des stratégies très similaires dans le sens où le dollar néo-zélandais est sous pression face aux devises les plus fortes du marché d'échange, qui sont toujours la livre sterling et le dollar américain. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Le GBP NZD a validé il y a quelques heures, maintenant c'était durant la session asiatique, une structure de continuation ici en épaule, tête épaule inversée. On a désormais à 2,31 un support, la ligne de coup de la pattern, 2,31. Idéalement bien sûr qu'un pullback sur ce niveau serait optimal pour une stratégie d'achat. Je doute cependant qu'on y retourne. Vous avez par contre, en utilisant vos chandeliers horaires, la possibilité de tracer cette ligne de tendance, un canal d'une certaine façon, on voit qu'il fonctionne globalement bien. L'idée c'est quoi? Je ne sais pas si on peut revenir dans le bas du canal, mais peut-être faire une phase de dérive latérale. Vous voyez qu'on a fait un grand corps, et regardez tous les petits chandeliers qu'on fait, ils sont dans la partie haute du corps. Vous avez ici un marabozu, donc c'est grâce à ce marabozu horaire qu'on a cassé la ligne de coup de la structure en épaule, tête-épaule inversée. Et regardez les tout derniers chandeliers horaires, ce sont des toupies, juste ici, au sommet du marabozu. Donc moi ça me paraît intéressant. Alors les chandeliers japonais, lors de notre prochaine conférence en ligne du vendredi 31 juillet, on va vous proposer un webinaire d'une heure sur les chandeliers japonais. Vous allez voir, il y a des structures intéressantes. Tout à l'heure je vous ai parlé de l'avalement haussier, mais là vous avez un chandelier qui est tout à fait puissant et qui est très intéressant pour valider les figures chartistes. C'est le marabozu, l'ouverture au plus bas, la clôture au plus haut, avec un grand corps en amplitude. L'amplitude, c'est quelque chose que vous pouvez appréhender en utilisant l'axe des ordonnées de votre graphique. Donc moi, ce qui me plaît, c'est que suite à ce grand corps, on fait des toupies. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que je pense qu'on peut avoir une espèce de consolidation à plat, jusqu'à ce que le marché revienne au contact de cette ligne de tendance, avant de connaître une impulsion positive. Ça m'intéresse, le GBP-NZD, ne vous précipitez pas. Il y a la possibilité qu'on retrace une partie du corps et qu'on revienne chercher la partie basse du canal. Je peux éventuellement retracer le grand corps. Et pourquoi pas revenir sur du 2,3160. Là, ce serait parfait. Donc, je n'ai pas la réponse entre le pullback dans le bas de canal ou la conso à plat, mais il faut surveiller pour agir. Toujours pareil, en limitant le risque, etc. Mais ça fait partie des marchés en tendance. Alors, le taux de change euro-dollar, on a un repli qui devient significatif. Bon, les données techniques sont stables, vous l'avez compris, 1,1235 première résistance, 1,1135 premier support. La résistance est vendue, le support est acheté. Bon, c'est quelque chose qui pour l'instant se maintient du point de vue des conditions. Le GBP USD, trop tôt encore, on attend.
Ce marché propose aussi une console latérale. Je pense qu'il faut se montrer patient sur le GBP USD, de manière générale sur la livre sterling. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Le dollar australien face au dollar américain, c'est un range trading. C'est un fait. Un range trading qui a une forme particulière qui est celle d'un rectangle. Il y a des pré-signaux techniques qui sont donnés ici, notamment des cassures, une cassure sur le RSI H4, qui m'invite finalement à privilégier la poursuite des oscillations au sein de ce rectangle. Probablement un marché capable de s'affranchir de cette oblique. Bon, les données, elles sont forcément là plus larges que celles du taux de change euro-dollar. L'euro-dollar, c'est un range 1,1135, 1,1235. La UD-USD, c'est un rectangle 0,76 dollars, 0,78, 20 dollars. Là, on se retrouve en plein milieu, donc moins évident d'envisager quelque chose, forcément. Le GBP CAD, me semble tout à fait intéressant. J'avais, à l'image de l'USD CAD, formulé cette hypothèse d'un drapeau. Intéressant de noter qu'on a une jambe de hausse linéaire, un drapeau, et qu'au finalement on a fait le pullback en fait. Tous ces chandeliers ici, c'est le pullback. Alors, admettons, la jambe de hausse là, du GBP CAD, il faut que je sois transparent, c'est une vente du dollar canadien. Les statistiques au début de la session américaine ont déçu au Canada. Ce sont les statistiques mensuelles du produit intérieur brut du Canada. Ça a déçu, c'est négatif. Voilà. Le marché s'attendait à une croissance positive. Dans tous les cas, d'un point de vue technique, on constate malgré tout que sur le GBP CAD, on a donc désormais un nouveau support, 94-93. La base de ces chandeliers, cet ancien point de clôture ici, on a cette clôture ici, le corps bleu clôture, clôture et clôture, et on est toujours donc sorti par l'autre cette espèce de drapeau, donc c'est quelque chose qui me paraît attractif. Alors l'once d'or, je défends sur l'once d'or le risque de baisse depuis un certain temps, notamment depuis le rejet sous les 1204 dollars, en vous rappelant que ce métal précieux n'a pas d'aspect refuge. Ce qui n'est pas le cas du yen japonais ou d'autres. C'est un marché qui ne sert à rien depuis le début de l'année, qui est en range, mais qui reflète les anticipations vis-à-vis du dollar américain. Alors l'idée c'est quoi? On a éventuellement cette possibilité technique ici, en données 4 heures, c'est un fait. On a une cassure ici sur le RSI H4, je pense que l'indicateur va retomber tout en bas. On revient tester les points bas ici du 24-26 juin, donc ces mèches là. On est vraiment dans un mouchoir de poche. Je pense qu'on a ici un rythme de baisse très peu pentu, un petit canal qui est à même d'être respecté. Donc c'est vraiment pas évident de donner un scénario directionnel, mais on constate qu'il est malgré tout sous pression, cette once d'or. Mais c'est essentiellement lié donc au dollar US. On peut avoir une lecture, je dirais, assez proche sur l'argent métal, mais c'était plus significatif du côté de l'argent métal. On a vraiment un beau canal baissier chartiste en données 4 heures. Le marché est sorti par le bas la semaine dernière d'une structure d'élargissement en plein développement du canal. Il a fait le pullback ici sous les 16 dollars et depuis il s'enfonce. Il rebascule sous la résistance ici des 15,80 et l'argent revient donc sur les 15,50. Sauf que cette fois-ci en cours de clôture, ça casse. Donc pour moi l'argent métal, le risque est qu'il retombe toujours à 15,32. À 15,32 par contre c'est vraiment ce niveau horizontal, en partant du principe qu'on aurait ici un vaste rectangle. Donc voilà, je pense que tant qu'on reste dans ce canal et depuis finalement le rejet sous les 16 dollars, le scénario le plus probable c'est d'une part de retomber en direction des 15,50, mais on y est. Mais je pense que ce marché peut retomber en direction des 15,32 dollars. Voilà, concrètement les plus bas ici, voilà 15,27, 15,32. Bon, ces points bas là, cette zone de prix horizontale que vous avez la possibilité de tracer. Et puis voilà, donc c'est comme ça que je vois les choses sur ce marché. On a donc une structure intéressante toujours du côté du GBP, de l'art canadien qui est sous pression. Alors, est-ce que l'EuroCAD, lui, présente un intérêt particulier étant donné que le dollar canadien est sous pression?
L'EuroCAD, c'est très proche du taux de change USD CAD par rapport à l'obstacle technique qui est rencontré. J'attire à nouveau votre attention sur ce canal de baisse en place depuis l'année 2014 sur le taux de change EuroCAD, qui a notamment agi début février, qui a agi à nouveau en juin. L'euro, il n'est pas sous pression. L'euro, il monte depuis quelques semaines, essentiellement du fait des nouvelles anticipations macroéconomiques au sein de la zone euro, les indices PMI, la confiance du consommateur, le régime des prix. On a d'ailleurs eu à nouveau des mises à jour ce matin sur toutes ces statistiques. Il y a une façon ici, on voit que le dollar canadien est sous pression. Si l'EuroCAD déborde cette oblique, il reviendra chercher l'1,41. Malgré tout, je me méfie énormément de l'EuroCAD, c'est l'euro, forcément. C'est pour cette raison que je m'intéresse nettement plus au taux de change GBP-CAD et au taux de change USD-CAD. Et notamment au taux de change USD-CAD, qui là pour le coup, lui, tente à nouveau de s'affranchir de cette oblique. Il n'y a pas de div particulière, c'est plutôt bien orienté. Je pense que ça peut passer. Je me trompe peut-être, mais je vais désormais avoir l'opinion suivante. Au-dessus de la MM 20 jours, alors vous êtes ici sur les bougies japonaises en données 4 heures, mais vous avez ici la moyenne mobile simple à 20 jours, eh bien je vise 1,2486. Ce sera le scénario que je défends. Bon, il y a d'autres actifs qui sont susceptibles de vous intéresser. Je regarde les indices et puis je passe en vue d'autres paires de devises si ça vous intéresse. Alors, les indices boursiers, il n'y a pas grand chose à dire depuis ce matin. Vous avez compris, une semaine pour rien, un lundi pour rien. La hausse de 4% de la semaine dernière annulée par la baisse de 4% du début de semaine. Le marché se maintient cependant au-dessus des plus bas du mois de juin ici, qu'il s'agisse du CAC ou du DAX. Ce matin sur le CAC, on voit que les plus bas du mois de juin ont bien réagi. Mais concrètement, je n'attends rien et strictement rien des marchés actions de la zone euro avant le résultat du référendum en Grèce. Forcément, si la Grèce devait sortir de la zone euro, ces marchés vont perdre 10%. Ils vont perdre 5 à 10% de plus, il y aura une forte volatilité. Mieux vaut éviter de s'exposer. Vu le maintien de l'incertitude, plutôt shorté sous résistance, faut l'admettre, plutôt shorté sous résistance, le DAX peut retomber en direction ici des 10 800 points. C'est tout à fait envisageable sur ce marché action allemand. D'ailleurs, si je bascule ici en données horaires sur le marché action allemand, on voit que le marché a construit ici son support sur les 10 009. Y a-t-il une structure bien précise d'un point de vue chartiste? Il n'y a pas non plus grand chose, et c'est pas très lisible ce que fait ce marché ici. Mais l'idée c'est quoi? Honnêtement, 10 009, c'est complètement, je dirais globalement incertain. Mais j'ai quand même le sentiment qu'on tente de sortir par le bas, c'est quelque chose qu'on peut affiner d'une espèce de wedge. Si j'affine, l'idée c'est quoi? C'est tenter d'affiner, mais potentiellement on aurait ici, après cette jambe de baisse, une structure de compression en wedge, qui si en effet on en sort par le bas, ramènerait le DAX à nouveau en direction des 10 900 points, 10 940 points. C'est probablement le scénario de toute façon baissier sous résistance à privilégier tant que l'incertitude perdurera, et elle va perdurer tout au long de la semaine jusqu'au référendum, etc. Alors, ce n'est pas le morning meeting de 11 heures, autant pour moi, je vais peut-être changer. Voilà, le Wall Street Insider, on va parler des indices US, forcément. Alors, les marchés actions US ne sont pas aussi élastiques que les marchés actions de la zone euro à l'incertitude liée au dossier grec. Cependant, ils n'y échappent pas, parce que l'incertitude, elle est globale. Le SP500, le Dow, même topo que sur les marchés actions de la zone euro, ce sont des marchés qui ont effacé la totalité de la hausse de la semaine dernière pour un retour à la case départ. Il y a quand même eu hier un repli qui a été significatif sur ces marchés actions US. Le SP500 qui tente de défendre ici cette zone. De manière générale, les marchés actions US ils sont flats depuis le début de l'année, vous l'avez bien compris. On a malgré tout un chandelier journalier hier du SP500 qui est particulièrement baissier. Avec ici donc une nouvelle résistance en cours de clôture. Si je passe en cours de clôture journalier sur le SP500, on a cassé en fait les 2080 points.
Vous voyez cette zone. En cours de clôture sur le SP500, il y avait un range entre 2080 points et 2130 points. Donc la possibilité maintenant, c'est de se replier en direction des 2045 points, sachant qu'un pullback est éventuellement possible sur les 2080. Mais voilà, ça c'est un scénario qui est envisageable. Alors après, je dois admettre, si j'utilise ici les cours de clôture, j'ai éventuellement cette ligne de tendance ici, qui peut éventuellement tenir. Je vais repasser en cours de clôture journalière. On voit que pour le moment on la défend, mais première résistance à 2080 points, je vais la faire figurer. Donc je dirais maintenant que sur ce marché du SP500, la lecture technique que je peux vous proposer, c'est le risque de baisse sous 2080, un range très court terme entre 2060, cette ligne de tendance qui attrape tous les cours de clôture, et la première résistance. Alors j'ai pris les cours de clôture en données journalières pour attraper le niveau des 2080. On a donc cette compression, le risque c'est d'en sortir par le bas d'ici la fin de la semaine. Imaginons un excellent rapport NFP, ça soutiendrait le dollar américain, ça renforcerait la possibilité que la Fed ajuste sa politique monétaire et ça pourrait exercer une pression sur le SP500. En tout cas, j'estime que ce marché est sous pression, sous un risque de baisse, sous la première résistance à 2080 points, ici sur le SP500. Et je pense qu'on a rigoureusement la même construction sur le marché du Dow Jones. Je vais simplement basculer en procédant de la même façon en cours de clôture ici. Donc en cours de clôture en données journalières sur le Dow. On a en effet donc brisé cette ligne. On peut même considérer qu'on a en cours de clôture une espèce d'épaule, tête-épaule. Alors par contre on a ce niveau de clôture certes qui peut tenir. On constate que c'est pas évident l'analyse en tendance sur les marchés actions US parce que ce sont des espèces de ranges. Ce sont vraiment des ranges. Mais dans tous les cas, voilà. On a quand même ici une structure qui m'invite à penser qu'on pourrait au moins se replier en direction des 10 580. Bon, on voit que là, le SP500, le Dow, je vous ai parlé d'une zone désormais d'incertitude entre 2060 et 2080 avec un biais négatif sous 2080. Sur le Dow Jones, j'aurai exactement la même lecture. Un range entre 17 580 et 17 846, mais avec un biais négatif sous les 17 846. On a quand même ici un grand corps négatif qui peut activer ici une espèce de structure en épaule, tête, épaule. Si on bascule sous ce niveau sur le dos, ce serait carrément pour retomber en direction des 17 030. Donc il y a un risque de voir le dos basculer sous ce niveau et de retomber dans cette zone. Ça, ce n'est pas à exclure. Et ce risque est aussi tout à fait présent sur le SP500. Alors, ce qui peut à ce moment-là permettre de défendre un scénario de baisse du CAC en direction des 4780 et surtout un scénario de baisse du DAX en direction des 10 900 points. Mais je pense que si le DAX rebaisse en direction des 10 900 points, c'est pour cette fois-ci revenir carrément sur les 10 800 points, les plus bas ici de la mi-juin. Donc, tant que l'incertitude prédomine, mieux vaut, si vous vous intéressez en dépit du risque de volatilité aux indices boursiers, privilégier, admettons-le, les ventes sous résistance. L'aléa de l'incertitude. Alors le GBP-NZD, première question, donc c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé tout à l'heure. Alors il y a des stats au fait qui sont tombées, bon, de toute façon vous savez les suivre, c'était pas des statistiques de premier rang. 15h45, l'indice des directeurs d'achat de Chicago, grosse région manufacturière aux États-Unis. Le consensus s'établissait à 50, il ressort à 49,4, donc il est déchu le consensus. Quant à la confiance du consommateur selon le Conference Board, c'est la statistique la plus importante du jour à suivre aux États-Unis. Elle tombe dans 4 minutes. Le consensus s'établit à 97,4. On suivra ça ensemble dans 4 minutes. Donc le GBP-NZD, bon, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai insisté sur le grand corps ici, Marabozu, en terminologie japonaise, qui a permis d'activer ici une structure de continuation en épaule-tête-épaule inversée. Moi, je vous invite en données horaires maintenant à surveiller ce canal.
et à exploiter justement la partie basse de ce canal pour se positionner donc dans le sens de la tendance. Là ça me paraît clairement le réflexe à adopter ici sur ce taux de change. Je pense tout de même qu'on a un scénario le plus probable de dérive latérale au-dessus des 2,32 jusqu'à ce que la partie basse du canal vienne servir d'appui au GBP NZD. Alors, visiteuse, bonjour Vincent, pourquoi à nouveau des spreads si élevés sur le DAX? Écoutez, il y a de la volatilité, moi j'ai pas la réponse, mais globalement on essaie de faire en sorte qu'il soit le plus réduit possible. Là je l'ai pas en temps réel, hein, le spread, mais globalement on a quand même un spread réduit qui tend vers 1 et 2 sur ce marché, là. Alors bonne question de Parfi, est-ce qu'il y a du trading réel, hein, chez DailyFX? Alors je vous remontre ici l'avertissement sur les risques. C'est au contraire donc une présentation réalisée à titre purement indicatif. Il n'y a pas de trading réel ici même. Voilà, donc soyez-en bien persuadés. Alors la UDNZD, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas suivi Summer, mais je sais que vous l'avez suivi. Alors, Shadak, bonjour. Shadak, ça fait longtemps. Tu parles beaucoup de hausse du dollar US. Que penses-tu de la corrélation entre taux 10 ans USA et dollar US? Bah oui, c'est... Alors, bien sûr, ça joue, forcément, mais là, pour le coup, vu l'ancienneté de la hausse du dollar américain, ça commence à... C'est connu comme données de marché. C'est plus récent pour l'euro, avec la reprise récente des rendements obligataires. Ça, c'est un fait. Mais oui, il y a bien sûr un lien important. Oui, visiteuse, bah écoutez, il y a des moments où ça s'élargit, je dois l'avouer. On est aussi quand même dans des périodes d'incertitude. Bon, je ne vous fais pas le tout pot sur le dossier grec, mais j'admets que de temps en temps ça s'élargit. Nous, on fait notre possible, enfin, l'équipe FXM fait son possible pour faire en sorte que ce spread soit le plus réduit possible. Euh, voilà. Alors Canadair nous donne de l'information sur la Grèce qui propose un accord de financement. Bon, des propositions, il y en aura, il y en a toujours eu, il va continuer d'y en avoir. Ce qui compte, c'est la façon dont les créanciers vont se positionner par rapport à ces propositions. L'idée, c'est quoi maintenant? Je pense que des informations de rachat, de l'actualité, il y en a beaucoup. On va maintenant, je pense, essentiellement se concentrer sur des informations tangibles ou officielles. Euh, voilà. Alors la UDNZD, Michelin SNCF, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas suivi. Euh, c'est un cas d'école à l'image, hein, du GBP-NZD, d'une tendance haussière parfaitement linéaire, c'est un fait. Ce marché a beaucoup progressé, il dépasse ses sommets d'octobre 2014. Peut-il progresser davantage? Nous avions à l'époque un scénario en triple sommet, sous la résistance des 1,1296. J'ai le sentiment qu'elle est en train d'être débordée et qu'on aurait davantage un scénario de hausse en direction des 1,16. Moi, ce qui me frappe sur le dollar néo-zélandais, c'est qu'il est majoritairement vendu. J'ai donc tendance à croire qu'on a plutôt réalisé un breakout haussier au-dessus des 1,1296, qui m'invite à penser qu'on peut exploiter maintenant les 1,1296 pour acheter et viser 1,16. Mais je considère que le GBP NZD a une construction graphique beaucoup plus intéressante. Eu égard notamment à la force du GBP. Jetez un œil au chandelier mensuel du mois de mai de la livre sterling index, vous allez voir, la cassure haussière est sans appel. La confiance du consommateur US est tout à fait solide. Elle ressort à 101,4. Elle explose le consensus. 101,4 contre 97,4. Ça fait partie des éléments censés soutenir le dollar américain. Et surveiller vraiment l'USD CAD et sa capacité à accélérer en direction des 1,24,80. Voilà, on a suivi les statistiques américaines de l'après-midi. J'ai répondu, je pense, à l'essentiel de vos questions. Prochaine émission ici même, 17h30, la closing bell, le point sur la clôture de la session européenne. Je vous remercie de votre attention, des questions, toujours aussi nombreuses. N'oubliez pas le concours NFP sur le forum. Et à tout à l'heure, 17h30.